bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Soif de vie. Et aujourd'hui, on a un sujet brûlant à aborder, le burn-out. Et aujourd'hui, on a envie de mettre des mots sur ce que c'est vraiment le burn-out, comment est-ce qu'on peut s'en sortir et comment on peut le prévenir. Donc aujourd'hui, j'ai le docteur Efrat Sadik qui est là pour m'aider à éclairer tout ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quel est ton métier et comment est-ce que tu travailles dans ce domaine-là? Oui, bonjour Yves, bonjour à tous. Je suis, comme je t'ai présenté, docteur dans le domaine de changement de vie. J'ai travaillé sur mon doctorat, c'était principalement de migration, intégration, identité et identification. Je suis une coach certifiée dans les domaines. Je donne des conférences et des ateliers sur différents sujets, comme des changements dans la vie, la gestion des temps, gestion des stress et comment on peut arriver de faire des changements dans notre vie, changement des habitudes et également des burn-out et comment et surtout éviter de rentrer là-dedans. Et on va en parler, mais pour moi, éviter le burn-out, ce n'est pas nécessairement changer l'endroit où on travaille, mais on peut aussi aller au travail un peu mieux armé, si on peut dire, pour ne pas tomber là-dedans. Ok, Burn-out. super. On va rentrer dans le vif du sujet, assez rapidement. J'ai regardé la définition que l'OMS a décidé d'utiliser pour le burn-out et qui disait en gros que c'est un syndrome résultant de facteurs stressants sur le lieu de travail qui n'ont pas été correctement gérés. Et donc, il donnait trois caractéristiques, trois dimensions principales selon lesquelles le burn-out va s'exprimer. C'est une sensation de diminution de l'énergie et une sensation d'épuisement, une plus grande distanciation psychologique par rapport à son travail ou une tendance à la négativité ou au cynisme, et enfin une réduction de l'efficacité professionnelle. Donc voilà, c'est presque scolaire, même si je suis sûr que c'est juste d'un certain point de vue. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, avec ton expérience, qu'est-ce que c'est le burn-out? Histoire qu'on puisse savoir quels sont les symptômes et pour que les personnes qui entendent, et moi-même, en fait, je suis aussi intéressé par ça, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'on est soit en burn-out ou sur la voie du burn-out? Tout d'abord, je suis d'accord avec cette définition, mais il y a des autres choses au-delà des choses cliniques très claires. Je pense d'abord que les burn-out, oui, on a commencé en 1974 de parler de burn-out, mais au lieu de travail surtout, et ça commençait dès là. Aujourd'hui, et surtout après Covid, on parle de burn-out un peu plus général. Burn-out de vie, et j'ai vu même burn-out d'école, de scolarité. Alors, on parle des autres burn-out qu'on a dans la vie. Il y a des symptômes psychologiques et il y a des symptômes physiques. Et c'est vrai que le premier red light, si on peut dire, c'est parfois c'est les symptômes physiques, qu'on a trop de maux de tête, on a des symptômes comme la grippe, qui chaque fois on a la grippe, c'est répétitif, ou et des maladies qu'on ne comprend pas, etc. Parce qu'on a ignoré les symptômes psychologiques. C'est ça. Et dans les symptômes, on voit lac de motivation, on ne veut pas aller au lieu de travail. On peut peut-être être très énervé, on peut être en colère pour rien et pour tout. On peut pleurer sans savoir pourquoi. On a l'angoisse et les peurs. Et après, on pense qu'on est... on n'est pas capable de faire ce qu'on nous demande de faire, malgré qu'on a tout ce qu'il faut. Après, ça dégrade, mais on a la tendance d'isolation, on peut rester, on ne veut pas avoir des contacts, on ne veut pas avoir surtout pas des contacts avec les collègues. Et on a des difficultés de conservation et
et parfois on oublie des choses, etc. Dans les symptômes physiques, on a fatigue souvent. On est très fatigué. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des douleurs qu'on ne comprend pas, la nuque, les épaules, etc. Beaucoup de problèmes digestifs, comme Irritable Bowel Syndrome, il n'y a pas vraiment de... Mais c'est beaucoup dans le système de nervosité, on est très angoissé, etc. On a des problèmes d'aller dormir ou on se réveille pendant la nuit et on ne peut pas redormir. Alors, évidemment, on est fatigué, très fatigué le lendemain. Parfois, on peut perdre des poids très rapidement parce qu'on ne mange pas bien ou on prend des poids. Ok, ouais. Parce que, ça c'est un autre sujet, mais on rentre après le travail et on mange n'importe quoi juste pour manger, juste pour calmer nos... et on peut avoir les problèmes des peaux avec des boutons ou des raches, etc. Okay. Ouais, et je pense que c'est vrai que c'est autant de symptômes qu'on peut avoir, mais ça va être, à mon avis, assez rare qu'une personne ait tous les symptômes. C'est-à-dire qu'avec quelques symptômes, c'est déjà des signaux qu'il faut prendre en compte. C'est ça, hein, parce que, exact. C'est ça, et voilà, je sais qu'on en discutait juste avant qu'on commence cet enregistrement, c'est que voilà, le burn-out, c'est un processus qui est évolutif, c'est de l'accumulation, et il y a des signes avant-coureurs tout long qu'on a parfois tendance à ignorer parce que les troubles mentaux, en fait, c'est un terme qui fait un peu peur. Les troubles mentaux dont la dépression et le burn-out font partie, ça fait un peu peur de se dire qu'on a ça, alors qu'en fait, c'est des conditions qui sont tout à fait humaines. Se retrouver avec un manque de motivation, ça peut être tout à fait bénin et anodin, mais ça peut être le signe de quelque chose vers lequel ton corps et ton esprit essaient de te diriger pour que tu mettes en place des actions pour ça. Et du coup, ce que j'aimerais moi savoir, et ce qu'on aimerait tous savoir, c'est comment est-ce qu'on arrive au burn-out? Il y a plusieurs manières, j'imagine, mais de manière générale, comment est-ce qu'on peut définir cette tendance vers le burn-out? Comment est-ce qu'on y arrive? Alors, je vais rester dans les domaines de travail parce que ça, c'est le burn-out de travail, mais je pense qu'on peut faire la même analyse et mettre dans des autres... Tout à fait. Peut-être qu'on fera ça après. Voilà. Mais la première chose, c'est il y a trop de travail. On nous donne énormément de travail qu'on n'est pas capable de le faire dans les cadres de notre travail. Alors, il y a overwork. Et ça souvent lié à... on se sent qu'on n'est pas apprécié dans le domaine du travail. Alors ça, c'est une chose qui amène beaucoup de burn-out. Aujourd'hui, dans notre société, la technologie, tout est instantané. Instantané? Oui, instantané, pardon. Voilà, il faut dire que le français, c'est pas ma langue maternelle, mais je fais l'effort. Et on a besoin de réponses ici et maintenant. Et on est très... et malheureusement, on ne peut pas toujours fonctionner comme ça. Et alors, il y a beaucoup de stress qui nous mettons sur nous. Parce qu'on pense, oui, si quelqu'un m'a envoyé un email, c'est pour faire ça maintenant. Mais maintenant, je ne peux pas faire. Mais alors, il y a plus de pression sur moi-même. Alors, parfois, et ça c'est lié au relocation, ou des gens qui partent d'un pays à l'autre. Quand on parle de burn-out, parfois on va travailler dans n'importe quel lieu de travail, même si on n'est pas content, parce qu'on voulait être occupé, on voulait faire ce travail. Et alors, il y a dissonance immense entre ce que je peux faire ou ce que je pense que je peux faire et ce que je fais actuellement. Juste un exemple, c'est, et j'ai vu ça souvent avec des femmes qui viennent après leur mari et elles trouvent un travail comme secrétaire ou n'importe, mais elles peuvent être un médecin ou avocate et ils ont
elles ont déjà eu leur carrière qu'elles doivent couper et elles travaillent comme secrétaires et elles se sentent, la dissonance est immense. Ouais. Et alors là, ça accumule et si c'est très très longtemps, et elles risquent d'avoir burn-out ou dire, voilà, qu'est-ce que je fais là et j'aimerais bien faire ce que j'étudie pour le faire. Et ça peut être dans tous les domaines, de tous les travaux. Et un autre, pourquoi on a, ça peut être d'une autre manière, c'est qu'on néglige les gens. Ou si je fais quelque chose de bien au travail, on n'est pas à reconnaître ou on prend les crédits de manager, il prend les crédits, mais nous, on n'était pas apprécié de notre travail. Et ça, c'est encore pourquoi on peut arriver au burn-out. Et, mais de l'autre côté, oui, comme je dis, il n'y a pas de challenge. On voit, OK, chaque jour, c'est le même travail. Il n'y a pas de banalité, les choses qui sont répétitives et que finalement, on aimerait bien quelque chose d'autre. C'est ça. Mais c'est marrant parce que quand je t'écoute parler, et c'est très intéressant parce que je me suis posé la question et je voulais te poser cette question justement. Je voulais savoir si, selon toi, le burn-out est une dépression dans le cadre du travail. Parce que j'ai l'impression que les symptômes de la dépression et les symptômes du burn-out, la dépression qui va être hors du cadre du travail, il y a beaucoup de points communs quand même. Et du coup, c'est comme tu l'as dit, c'est multifactoriel le burn-out. On ne peut pas vraiment laisser vraiment de côté les choses qui se passent à la maison et le reste de notre vie. Et tu peux avoir un job où ça se passe très bien, relativement bien, et ne pas avoir toutes ces raisons-là. Et tu peux quand même être en burn-out. Tu vois, tu peux être reconnu et tu pourrais être en un genre de burn-out aussi, être déprimé parce que tu vas avoir à la maison des choses qui ne te correspondent pas ou qui... Oui, exactement. Mais on parle, comme je dis tout à l'heure, on parle aujourd'hui qu'il y a des autres burn-out. Il y a social burn-out, les burn-out sociaux qui affectent principalement les gens plus introverts, qui ont des problèmes de sortir et parler avec les autres. Alors, ça, c'est lié à l'intégration sociale. On a difficulté de parler, faire des amis et aller vers les autres. Donc, on parle de ça. Et aussi, oui, on peut avoir de burn-out qui, maintenant, on l'a vu, qui c'est lié au Covid. J'allais y venir justement. Voilà. Qui est le Covid long, on a vu que c'était trop long, et c'est lié à tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi les côtés sociaux, parce qu'on n'a pas de... Tout à fait. On n'était pas entouré, et maintenant, il y a moi, je pense qu'il y a des impacts qu'on n'a pas assez recherchés maintenant, et ça va venir pour qu'on va montrer ça. C'est ça. Mais on n'a pas encore vraiment de... Après, c'est vrai que c'est un sujet complexe aussi, donc, mais c'est vrai que ça demande... C'est particulièrement important, et j'en viens du coup à ma question suivante, c'est... depuis déjà, en fait, même avant la situation Covid, depuis déjà même 2010, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et beaucoup de statistiques qui montrent en fait que la dépression, le burn-out sont toutes des conditions qui ont énormément grimpé et encore plus pendant la situation Covid et ça continue encore maintenant. Alors ma question c'est, selon toi, à quoi c'est dû ? Comment ça se fait qu'il y ait vraiment ces situations de burn-out qui deviennent de plus en plus présentes ? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Okay. La première chose, il y a un chercheur qui s'appelle Adler. Et lui, il dit quelque chose très simple et très correct, à mon avis. Et je l'aime bien. Mm-hmm. Et je commençais à vivre dans sa façon de faire. Et je pense que depuis que je vis comme ça, je suis beaucoup plus relax. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit, en gros, c'est vraiment toute théorie, mais je vais juste en 2 ou 3 mots. Il dit que notre société aujourd'hui, c'est une société sur l'échelle. On monte, on cherche d'aller plus loin, plus haut. Et ce n'est pas que nous cherchons d'aller plus loin. Moi, individuellement, je suis sur mon échelle, mais je regarde les échelles des autres. Je regarde toujours où je suis. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Et on voit ça dans les réseaux sociaux. Ça ne suffit pas d'avoir un like. Il faut avoir 1000. Ça ne suffit pas que quelqu'un dit « je suis waouh, bravo » ou « super ». Mais on a besoin de superlatifs beaucoup plus élevés dans ces réseaux sociaux. Et alors, on se met toujours dans la compétition. Et quand on met dans la compétition, si on pense qu'on veut arriver là très haut, mais on est là au milieu, on ne peut pas parce qu'on voit là, c'est très haut, et alors c'est décourageant. Ok, ouais, c'est ça. Alors que finalement, on ne fait pas. Finalement, on n'arrive pas d'aller monter sur ces échelles et parfois on dit ok, voilà, on laisse tomber, on fait rien. Tout à fait. Et de l'autre côté, c'est qu'il dit qu'il faut faire ou il faut regarder les mondes des possibilités. Comme si on est sur un petit bateau dans la mer et alors là, il y a la place pour tout le monde. On n'est plus en compétition, on est plus en collaboration. Mhm. Et c'est génial, je trouve. Tout à fait. Être en collaboration avec quelqu'un qui fait le même métier que moi, c'est beaucoup plus agréable qu'être en compétition avec et regarder qu'est-ce qu'il fait. Et regarder, waouh, il est plus avancé que moi. Comment ça se fait que je suis là et pas là, etc. Alors, moi, d'un côté, j'aime beaucoup cette idée de ne pas rentrer dans la compétition et rester dans la compétition avec soi-même. Ça veut dire, comme dans les sports, oui. J'ai fait une fois, je pouvais, je sais pas, courir 100 mètres dans je ne sais pas combien de temps. La semaine d'après, je vais courir 200 mètres, etc. Oui. Et ça, c'est quelque chose de plus sain parce que c'est vis-à-vis à moi. Oui, c'est ça. C'est pas vis-à-vis aux autres. Si. Et quand on fait ça, on vit beaucoup plus serein et moins, moins dans la compétition. Et on arrive de faire des choses. Parce que je peux aller avec toi et dire, voilà Yves, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ensemble? Même si tu es dans le même domaine ouais. que moi. Absolument. Et moi, personnellement, j'ai travaillé, quand j'ai découvert cette théorie, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme dans ma vie professionnelle parce que je suis plus en compétition avec personne. Et c'est beaucoup plus chouette. Ah, c'est beaucoup plus chouette, c'est sûr. Mais ça peut être au lieu de travail, ça peut être dans un autre domaine professionnel ou domaine... ou même, oui, mais on voit ça dans tous les domaines. D'être la meilleure maman, la meilleure épouse, d'être la meilleure, mais non. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, du coup, ça fait... Et voilà, franchement, j'adopte, je lirais bien un peu plus sur Adler, mais la manière dont tu l'as présenté, je l'adopte tout de suite parce que je trouve ça beaucoup plus sain, même psychologiquement par rapport à toi-même. Si tu cherches tout le temps la validation de la valeur de ton travail en te comparant aux autres, tu n'as jamais cette relation avec toi-même où tu peux te féliciter de tes efforts, tout simplement. Exact. Tu vois ? Je pense qu'il y a une deuxième chose aussi, c'est que les personnes que tu vas prendre en exemple ou auxquelles tu vas te comparer, tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans leur vie. Tu vois la personne qui est dans le même domaine que toi, tu dis « Waouh, cette personne-là, elle réussit tout. » Il semblerait que c'est... Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il semblerait que cette personne, elle réussit tout. Elle est en forme, elle a 3 enfants, alors que tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Tu vois ? Par contre, voilà, tu as déjà bien assez à faire
t'observant toi-même et en essayant justement, comme tu as dit, de faire mieux que ce que tu as fait hier, mais pour tes propres objectifs et pas en regardant ce que les autres font. Donc ça c'est top. Et c'est vrai que dans le domaine de la psychologie, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes formations en coaching, c'est le modèle biopsychosocial qui te disait que les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sont très importants pour pouvoir prendre en charge un patient ou un client et vraiment prendre en compte les différentes, tous les aspects de sa vie. Parce que tu peux pas, même si on peut parler du burn-out au travail, on ne peut pas vraiment isoler, on est obligé, et je suis sûr que dans ta pratique à toi et dans la manière dont toi tu abordes tes clients et leurs problèmes, tu dois certainement leur poser toute une série de questions sur comment ça se passe à la maison. Et Voilà, mais oui, si je peux, c'est les burn-out. Oui, on a dit que on parle spécialement maintenant sur les burn-out au travail, mais les burn-out, ça reste pas qu'au travail. ouais. Quand on arrive à la maison, on est très fatigué, comme on a dit tout à l'heure. On est malade souvent, et c'est pas juste être malade pour le travail. On est malade, alors on est malade. On peut pas faire des choses avec les conjoints ou les enfants. On ne veut pas aller avec les amis, alors on crée au long terme, ça peut créer de problèmes sociaux aussi, parce que voilà, pourquoi on ne voulait pas parler avec eux, parce qu'on est un peu embêté. Et à la maison, parfois, on fait rien, on néglecte tout, et il y a l'impact sur des autres domaines de la vie, évidemment. Ça reste pas qu'au travail, et je rentre à la maison, tout va bien. Oui, tout à fait. Parce que la personne qui va recevoir tous ces facteurs stressants au travail, ben, tu les prends avec, tu les ramènes à la maison, ils passent la porte de la maison avec... et du coup, j'en viens à ma question suivante. Toi, la manière dont tu vas aborder les problèmes avec tes clients, tes patients, je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu as il y a plusieurs types d'activités, types de prise en charge que tu peux leur proposer. Alors, toi, c'est quoi les grands axes que tu choisis pour aider les personnes qui souffrent de burn-out? D'abord, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas lié qu'au travail. Alors, oui, plus souvent, ils viennent parce que j'ai un problème dans le travail. Oui. Mais j'ai plusieurs méthodes très créatives. Oui. Mais ce que j'utilise au départ, c'est de faire connaître à la personne. Et très vite, je vois que c'est, oui, lié au travail, parce que j'aime pas mon travail, ça c'est la première chose, mais il y a des autres éléments qui jouent. Par exemple, oui, j'aime pas mon travail, mais j'ai pas support de mon conjoint, mon mari ou ma femme. Il me donne pas le support que je pense que je mérite. Ou je dois travailler des longueurs, mais j'arrive pas à les faire parce que mon mari ne comprend pas ça. Alors, je vois après qu'il y a des autres problèmes dans les domaines de burn-out. Mais ce que je fais souvent, on a une technique qui s'appelle The Wheel of Life, la rue de vie. Et là, parfois je change, parfois je laisse comme il est, et je donne ça comme un exercice, et les gens adorent, parce que ça déjà commence à parler. Et ça consiste en quoi? C'est une rue comme ça, qui est divisée par, je pense qu'il y a 8 domaines de la vie. D'accord. Et il faut voir dans chaque domaine où je suis. Et quand on analyse ça, on voit très clairement que ce n'est pas toujours quel est le milieu de travail. Et après, avec ça, on analyse ce qu'il y a dans des autres domaines. Et évidemment, après, on travaille avec des autres outils que j'ai. Et voilà. Et surtout, vraiment de mettre les points ensemble. C'est
c'est vraiment ça travail de beaucoup de l'écoute. J'écoute énormément. Et là, je mets les points ensemble. Et parfois, c'est « Ah, waouh, je n'ai pas pensé à ça. » Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement important d'avoir, et tu as commencé par ça, finalement, d'abord tu as une discussion franche et honnête par rapport aux domaines qui sont importants, ou en tout cas qui sont pertinents pour cette personne-là. Mais voilà, si on revient à ce dont on a commencé à parler, à savoir quels sont les différents symptômes, pour commencer à déblayer un petit peu et commencer à pouvoir relier les points et savoir quoi faire et pouvoir mettre en place un espèce de plan, il faut d'abord en discuter. Il faut d'abord en discuter et c'est, comme tu le disais aussi, l'isolement quand on est dans une situation de burn-out est non seulement une conséquence, mais également c'est une conséquence aggravante. Et donc, voilà, pour ceux voilà, on est tous passés par des épisodes de dépression mineure ou majeure. Et c'est vrai que pouvoir en parler avec quelqu'un qui est compétent, qui saura mettre ton expérience dans une espèce de méthode, c'est particulièrement rassurant et on a besoin de ça parce que quand on est en burn-out tout simplement déprimé, on a justement cette tendance à être très négatif par rapport au travail par exemple, mais par rapport à soi-même aussi, à ses propres compétences et la confiance en soi commence à descendre aussi. Exact. Et donc pouvoir au moins parler librement, avoir un espace libre où tu peux t'épancher dans un but de guérison, c'est très très important. Mais je lis à ce que tu dis, mais c'est aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Ouais. Parce que c'est pas... voilà, ça arrive à tout le monde, ça arrive à beaucoup entre nous on est dans des moments un peu plus difficiles dans notre vie. Ouais. Et aller demander de l'aide, c'est le premier pas pour avancer, pour sortir Absolument. de cette situation. Le plus qu'on attend, c'est très difficile de sortir. Je voulais dire que, comme je dis tout à l'heure, et on est en burn-out, mais on est très stressé d'un l'autre côté de lâcher le lieu de travail parce que ça paye un bon salaire et on est dans les comfort zones et qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'ai dit au départ, c'est pas toujours nécessaire de quitter les lieux de travail. Parfois, on peut, si on arrive bien à l'avance, on peut avoir des techniques pour aider les gens de rester à leur lieu de travail et ne pas rentrer dans les conflits avec soi-même ou avec des autres. Parfois, c'est juste parler avec les collègues. Et on va voir qu'il y a beaucoup de travail pour tout le monde ou que ce travail est limité dans les temps. Si c'est un travail limité, voilà, on sait que le mois de septembre, ça va être beaucoup plus calme. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider. Il y a des autres techniques comme la méditation, les sports. Il y a des autres techniques qu'on peut mettre là-dedans. Il y a une personne qui est venue, cette personne était stressée parce qu'elle a pensé qu'elle doit aller dans un autre rôle dans son... Notre département, notre service. Voilà, un autre service, mais un autre plus haut. Et quand on a parlé ensemble, quand on a discuté, on est arrivé à la conclusion qu'elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas avancer. Elle était hyper contente où elle est. Et cette stress d'avancer, c'est ça qui lui fait burn-out, mais elle ne voulait absolument pas le faire. Alors, elle est restée dans son département, dans son bureau, et elle était hyper contente avec son travail. Alors, c'est parfois juste écouter qu'est-ce que moi j'ai besoin et pas qu'est-ce que les autres disent que j'ai besoin. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut donner un burn-out. Mais absolument. Et c'est vrai que quand je t'entends parler, il y a vraiment... Bon, après, ça, c'est aussi... Bon, c'est sûr qu'il y a des points communs entre le coaching, même qui est le coaching santé, comme moi je le propose, et l'accompagnement qui est psychologique et de vie pour ta part.
Mais finalement, il est nécessaire de retrouver une certaine connexion avec soi aussi. C'est pour ça que certaines des pratiques que tu proposes, que même moi je propose, même si je ne travaille pas forcément avec le burn-out en particulier, ont pour objectif exactement ça. Pouvoir recommencer à s'écouter. Et c'est marrant parce que tu as dit parfois, la personne a juste besoin d'être écoutée, que quelqu'un l'écoute, parce que parfois elle ne s'écoute pas elle-même. Et elle saura pas, justement, c'est cette dame qui ne savait pas en fait qu'elle était très très bien là où elle était et qu'elle pouvait tout à fait s'épanouir là où elle était. Si elle a été conditionnée à toujours vouloir chercher plus haut, elle va se mettre en situation de stress et il est possible que même si elle était passée à l'étage supérieur, ce ne serait pas arrêté pour autant. C'est ce mécanisme d'aller toujours chercher plus alors que sans pouvoir forcément se contenter de ce qu'on a si c'est vraiment ce dont on a besoin, quoi. Donc, Mais aussi, dans notre société, il y a beaucoup de gens autour de nous qui pensent qu'ils savent mieux que nous. Alors, on a beaucoup de petites, je sais pas, de petits papotes à gauche, à droite qui nous disent « Ah oui, mais tu veux étudier, pourquoi tu as besoin d'étudier? Tu veux faire un autre diplôme universitaire, mais tu as assez. Tu vas faire des sports, tu vas pas réussir. Tu veux courir le marathon, c'est pas pour toi. » Alors, toutes sortes de petites voix comme ça qu'on a tous autour de nous. Et je trouve que ça, on fait aussi dans les coachings, c'est apprendre à nous écouter nous-mêmes au lieu d'écouter les autres. C'est baisser le volume et rester authentique avec nous-mêmes. Et quand on fait ça, on est beaucoup plus heureux. On est vraiment à nos places. Oui, évidemment, c'est bien d'écouter des gens et avec qui on s'attend bien, qui veulent toujours de bien pour nous. Et il y a encore problème avec ça. Mais pas rentrer dans la discussion négative tout le temps. Et si je sais que, je te prends comme un exemple, si je sais que je pars avec toi et c'est toujours négatif, je vais plus parler avec toi sur mes projets. Parce que je sais que tu vas dire... C'est sûr. Voilà, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est juste un exemple, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie aujourd'hui. Ah, mais tout à fait. Et on écoute tout le temps des petites voix comme ça qui nous disent et on n'est pas vraiment ancré dans nous-mêmes. C'est ça, finalement, c'est également des facteurs de stress, en fait, d'avoir tous ces gens autour de nous. Non seulement on se compare à eux, mais en plus on les écoute. Donc, donc ça rend les choses très compliquées. Moi, je prends toujours l'analogie du saut, le saut du stress, tu sais. Donc, tu as différents facteurs stressants. Tu peux avoir des stress physiques, si tu as une douleur quelque part, tu vas avoir le stress psychologique, tu vas avoir des stress hormonaux, notamment pour les femmes, pour les hommes aussi, hein, mais pour les femmes à plus forte raison. Et sur ce saut, il faut installer des robinets. Ou parfois, il faut que la tension descende, sinon le seau est trop plein. Et quand le seau est trop plein, c'est tout notre système qui commence à aller dans tous les sens. Mais non seulement on peut installer des robinets, mais on peut également éviter de verser cette bouteille dedans. Donc, comme tu as dit, juste parfois pas ne plus écouter, mais en tout cas, au moins développer cette capacité à filtrer et à écouter vraiment ce que les gens disent et à comparer ça avec qu'est-ce que moi je connais de moi et qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Donc, ça, c'est vraiment super important. Mais écoute, il y a quand même une dernière chose, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien proposer aux gens, c'est des applications ou des pratiques. Donc, évidemment, corrige-moi si je me trompe, mais le burn-out, c'est un processus évolutif, ça ne te tombe pas dessus du jour au lendemain, c'est une accumulation, et puis à un moment, tu te retrouves en burn-out et tu peux avoir un gros crash, bien sûr. Mais donc, autant on peut être déjà en situation de burn-out et trouver quelqu'un comme toi, par exemple, qui va pouvoir nous aider à résoudre le problème, ou en tout cas à y voir plus clair et avoir des solutions. Mais au préalable, et comme tu l'as déjà mentionné, on peut travailler préventivement. Et il est possible, je pense, de mettre en place un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours, dans son quotidien, dans ses routines, ses habitudes, pour prévenir ça. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Voilà, alors justement, par exemple, on a parlé des femmes qui sont
Et là, il y a beaucoup plus de femmes avec burn-out, mais il y a différentes raisons, parce que socialement, les hommes pensent qu'ils doivent travailler, alors ils tiennent un peu plus, Oui. et les femmes, voilà, c'est collapse, parce qu'il y a cette idée des hommes qui doivent aller travailler, qui c'est pas vrai, parce que là, alors le burn-out est beaucoup plus plus tardive. Et là, la deuxième chose que je pense, c'est quand nous, on n'a pas séparation, les femmes, on n'a pas la séparation entre les lieux de travail et la maison. Beaucoup d'hommes, mais c'est très généraliste. Quand moi, autant que femme, quand j'ai des enfants, je suis tout le temps avec mes enfants. Le téléphone est tout le temps là. Alors, la séparation entre la maison et le travail n'est pas claire. Quand j'arrive, je prends mes enfants de l'école et j'arrive à la maison et j'ai continué la journée avec quelque chose d'autre. Ouais. Je ne sépare pas. Moi, et si j'ai un travail et j'ai un problème dans le travail, il n'y a pas le temps pour s'y mettre, pour prendre les deuxième shift, comme on l'appelle. Et alors, on est tout le temps dans les doing et on n'a pas le temps de vraiment souffler pour entrer dans un autre épisode. Alors, ce que je suggère, dans les cas pareils, ça peut être à hommes et femmes, c'est juste faire une séparation entre le lieu de travail et la maison. On peut, par exemple, ce qui parfois je fais, je reste dans la voiture 5 minutes. 5 minutes. Deuxième chose qui est bien fait aussi, c'est prendre une petite douche ou changer même les vêtements de la maison et les vêtements de travail. Être plus confortable. Ça fait une transition entre les deux domaines. Une autre chose, évidemment, d'aller faire des petits tours dans les quartiers ou dans la nature et lié à la nature parce que ça fait des miracles. Faire la méditation, faire du sport et prendre des temps pour moi. Donc ça, c'est vraiment pour séparer les domaines. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter complètement travailler quand on est à la maison. Je sors de la maison, de travail, et je fais tomber les billes, comme on dit. Et c'est fini. Et à la maison, je ne travaille pas. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, on parle souvent la pleine conscience. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand je suis au travail, au bureau, je suis au bureau. Ouais. Et vraiment faire la séparation de domaines. Bon, ça aide beaucoup. Parler avec les autres. Parler avec quelqu'un qui en a confiance et on voulait son avis pour et dire, voilà, je me sens pas bien, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui... Absolument. Après, vraiment avoir l'énergie qu'on a au domaine de travail et qui est très haut parce qu'il y a beaucoup de stress au travail, de les mettre ailleurs pour une autre chose, pour créer quelque chose. Ça peut être créatif, si j'aime peindre, si j'aime chanter. Alors, mettre cette énergie ailleurs pour les sortir, pour faire quelque chose de chouette pour les faire. Et voilà, ça, au gros, il y a évidemment plein d'autres choses, mais ça, je conseille parce que c'est des petites choses qu'on peut faire nous-mêmes. Ouais. Et on n'a pas besoin des autres pour nous aider. Et comme je dis toujours, vraiment écouter soi-même. Et là, quand je m'écoute moi-même, c'est je découvre un autre monde. Absolument. Oui. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui me dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est moi, qu'est-ce que je veux faire. C'est là toute la différence. Voilà. Ouais, absolument. C'est vraiment, il y a aussi... c'est génial. Et en fait, je trouve ça extrêmement optimiste aussi.
la manière dont toi tu en parles, c'est que ces petites choses-là, le petit moment que tu vas utiliser, rester dans ta voiture 5 minutes, il y a vraiment, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, il y a, il y a quand même un processus qui est actif, qui est je prends du temps pour moi. Tu prends une part active dans quelque chose qui est vraiment pour te faire du bien. Et rien que se mettre dans ce processus où je ne vais pas juste aller au travail, rentrer, m'occuper des enfants, m'occuper de la lessive, m'occuper de préparer à dîner. Je vais aussi prendre un temps pour moi parce que je me suis mis sur les rails pour commencer à trouver un équilibre, à assainir un petit peu ma manière de fonctionner. Et ça, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est hyper important. Et pour revenir à ta métaphore de tout à l'heure avec la montagne, tu sais, tu te retrouves dans la montagne, tu dis, oh mon Dieu, ça semble super haut. Par contre, si tu vas juste là, tu vois, après le premier sentier, tu vas là. Tous les matins, je vais aller jusque là. C'est pas très loin. Tu vois, donc, c'est vraiment prendre des petites actions et mettre ça en place. Il y a une méthode qui s'appelle comme ça, la méthode Kaizen. Ouais, Kaizen. C'est vraiment ce principe-là, mais mis à profit de la gestion du stress. Donc voilà, moi je trouve ça. Et c'est exactement ça, parce que le stress, on aura toujours. Oui. Mais on aura 1000 choses à faire. Ça, c'est toujours, on est comme ça parce qu'il y a toujours des choses qui viennent. Et parfois, par exemple, il y a des étudiantes qui viennent, j'arrive pas à écrire ma thèse. J'ai eu plusieurs étudiantes à la fin de leur étude, j'arrive plus. Voilà, ça c'est aussi sorte de burn-out. Je ne suis pas capable, je ne peux pas les faire, trop de stress, etc. Et ce que je fais avec la personne, c'est vraiment diviser des petits pas pour y arriver. Et ça fait une différence. Parce que les petits pas, je peux faire. C'est vraiment... Oui, je dois écrire une thèse de je ne sais pas combien de pages, 100 pages, et c'est trop. C'est énorme. Mais si aujourd'hui, je dois juste écrire ce que je veux écrire, juste les petits titres, ça, je peux faire. Oui, ça fait. Et alors, petit à petit, chaque jour, il y a des autres tâches que je peux... Tu peux ajouter. Oui, c'est ça. Et c'est là que le burn-out peut un peu diminuer, même au lieu de travail. Si on a dit qu'il y a trop de travail, parce qu'on voit les résultats. C'est ça qu'il faut faire. Mais si aujourd'hui, je dois faire juste quelques pas vers ce résultat, c'est moins overwhelming. Oui, tout à fait. C'est un peu raisonnable pour le... Oui, absolument. Et c'est vrai, il y a quelque chose que tu viens de dire qui est très important, je pense, c'est de voir le mot stress différent, parce que le stress a vraiment une mauvaise réputation. Le stress, il faut absolument l'oblitérer, il faut le supprimer. Non. Le stress a son rôle à jouer dans notre évolution personnelle. Sans stress, on n'avance pas, on ne fait rien. Voilà. Ouais. Alors, il y a aussi... c'est les graphes des stress. Il y a des bons stress jusqu'à pic. Et là, ça commence à descendre. C'est le stress effectif dans le travail. Efficacité, pardon, dans le travail. Alors, oui, je peux avoir des stress qui montent. Alors, je suis très efficace parce que sans stress, je ne vais pas avancer. Mais il y a un moment que ce stress est trop. Et là, ça commence à descendre parce que là aussi, de nouveau, je ne vais pas avancer. Alors, le stress, il doit être dans une mesure que je peux le faire. Mais évidemment, sans stress, on n'avance pas. C'est ça. Et si un étudiant à l'école, on voit ça beaucoup avec nos enfants qui étudient à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il y a stress. Il y a le lendemain, il y a des stress, il faut étudier pour l'examen. Mais si on apprend d'étudier un peu chaque jour ou avoir la gestion des temps, alors ça diminuait le stress à la dernière minute. Mais on garde un peu de stress pour avancer. Parce que sinon, on est sur la plage, on ne fait rien, voilà. Et à la dernière minute, on a beaucoup de stress, alors là, on fait. Mais là, quand il y a un élève qui étudie à 6 heures du soir pour le lendemain,
le niveau de stress est tellement haut qu'il va pas faire, il va presque rien faire. Ouais. Et alors, à minuit, à 1 heure, il va aller dormir et le lendemain, il est fatigué. Voilà, mais là aussi, juste changer la façon de travailler, et ça change énormément. Ouais, absolument. C'est pour ça que je pense que c'est absolument essentiel d'avoir un coach ou d'avoir quelqu'un pour s'aider à ça. Allez, tu peux avoir un ami coach ou un ami qui arrive à très bien se gérer et qui peut-être pour avoir des solutions pour toi. Mais voilà, le management de soi est hyper important et il peut sembler être difficile à acquérir, mais c'est des choses qui doivent se faire progressivement de toute manière. Et allez, parce que personnellement, j'aime bien connaître un petit peu quelques données biologiques sur le fonctionnement du stress pour savoir à quoi est-ce que je dois m'en tenir. Donc le stress, c'est vrai que ça nous permet d'avancer, mais à partir d'un certain point, ça va aussi shut down, ça va aussi refermer certaines de nos capacités cognitives, nos capacités à discerner les choses, nos capacités aussi à prendre plaisir, à être dans l'instant. Donc être constamment dans le stress, c'est ça qu'il faut vraiment viser, quoi. C'est ça qu'il faut vraiment viser. Et il faut commencer à s'observer quels sont mes schémas de pensée récurrents, quel est mon niveau d'énergie au matin. Commencer à s'observer juste pour avoir quelques données, même des données qui sont parfois purement subjectives, hein, juste moi, comment je me ressens. Et à partir de là, je peux commencer à prendre des décisions, Exact. intéressantes. C'est un peu... mais c'est ça, ce que je fais, c'est le développement personnel. C'est justement ça, c'est le développement personnel et empowerment. Je n'ai pas trouvé le nom français d'empowerment. Je n'ai jamais trouvé. Voilà. Je ne sais pas. Je cherchais. Reprendre le pouvoir sur soi, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment. C'est pas exactement ça, mais... Voilà. C'est juste être heureuse avec soi et faire... des choses, ce que je veux faire. Et évidemment, on vit dans la société, alors c'est pas contre les autres, mais c'est pour moi. Ouais. Ça, je dis toujours, si je quitte le lieu de travail, je quitte pas contre le lieu de travail, mais je quitte pour moi. Ouais. Et c'est ça la différence. Mm-hmm. Si je vais aller avec des amis le soir, c'est pas pour les amis, oui, ok, parfois, mais c'est aussi pour moi. Oui, tout à fait. Et pas faire les choses parce qu'il faut faire, mais vraiment penser à nous. Il y a oui, c'est un peu peut-être compliqué ce que j'ai dit, mais on fait beaucoup pour les autres. Oui, tout à fait. Tout le temps. Mm-hmm. On fait énormément, et si on est marié, c'est avec l'épouse, c'est avec nos familles. La grande famille, la petite famille, c'est pour les enfants, c'est pour nos amis. C'est toujours, on est au service des autres, et surtout des femmes. Il y a beaucoup dans les services, on sert les autres. Et à un moment qu'on arrête, comme on a dit tout à l'heure, c'est 5 minutes dans la voiture. C'est une demi-heure de promenade ou 1 heure de boxe. J'ai fait pour moi. Et c'est mon temps. Quand j'ai fait la boxe, c'était voilà, c'est pour moi. C'est samedi matin et j'arrête tout. Je ne fais pas des autres choses pour les autres. Je ne suis pas au service des autres. Je me sers à moi. C'est ça. Et ce n'est pas beaucoup. C'est 1 fois par semaine ou 1 demi-heure par jour. Ou... Voilà. Mais on se rend compte assez vite que c'est parfois c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas beaucoup plus que ça, en fait. Voilà. Ce n'est pas dire, OK, bon, il me faut 5 heures par jour rien que pour moi. En fait, non, parce qu'on prend un plaisir aussi à servir les autres, servir les gens de sa famille, ses enfants, même au travail. Évidemment. À servir à une mission qui ne concerne pas juste nous, c'est important, mais comme disait Tony Robbins, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Si tu t'épuises à donner toute ton énergie à l'intérieur et que tu ne la diriges jamais un petit peu vers toi. Voilà, exact. Voilà. Exact. Ah. C'est, oui. Et c'est bien ce mot de burn-out. C'est comme il y a une image des allumettes. Quand on les met et finalement, il s'éteint. Alors, cette allumette, s'il allume des autres aussi, la flamme va rester. Ouais. Alors, ouais, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut
on peut voir ça dans cette manière. Et aussi, ça c'est une façon de sortir de burn-out, c'est aussi faire quelque chose pour les autres. Ouais. C'est avoir des valeurs de vie. C'est, OK, qu'est-ce que je peux aller avoir être volontaire avec les enfants ou à l'hôpital ou vraiment, ces genres de services, ça nous donne aussi beaucoup. Mais moi, je parlais de juste donner sans... Sans attendre en retour. C'est pas vraiment ça, parce que oui, quand je donne à mes enfants, je reçois énormément de retours, mais c'est juste à ne pas penser à moi. C'est surtout ça. Oui, c'est ça, OK. Ce n'est pas arrêter pour une seconde, qu'est-ce que moi j'ai besoin maintenant? Je dis toujours, c'est une phrase que j'ai appris dans les cours d'autocompassion et c'est à quoi j'ai besoin maintenant? Je dis toujours que j'adore cette phrase, OK? Cette question. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin maintenant? Et voilà, j'ai besoin maintenant d'aller faire des tours. Un tour, je vais aller faire un tour. Si j'ai besoin d'aller dormir parce que j'ai épuisé, voilà, c'est pas grave de le faire. Tout à fait. Ben, c'est super. Et je pense que, là, pour terminer avec juste un mot, il n'y a pas besoin d'attendre tous les symptômes qu'on a listés au début pour mettre en place ces petites choses-là. Faut pas forcer. Alors, parfois, on a besoin d'une crise, parfois, pour mettre en place des choses, et c'est normal. Et peut-être que les personnes qui vont écouter cette conversation vont avoir besoin de ça, mais si on peut trouver un peu de rigueur, un peu d'énergie pour déjà au préalable, de manière préventive, mettre en place ces petites actions, ces petites marches de 30 minutes, ces petits 5-6 minutes dans la voiture pour, voilà, ces petits moments où je vais dire, OK, quand j'avais 15 ans, j'adorais faire de la peinture ou dessiner sur une feuille. Tu prends une feuille, tu mets un casque, tu mets un peu de musique et tu dessines pendant 15 minutes. C'est salvateur, hein. C'est salvateur. C'est quelque chose et qu'on peut mettre en place tout de suite, ça coûte absolument rien. Et ça peut, sur quelques semaines seulement, ça peut changer dramatiquement la manière dont on vit chaque journée. Et ça peut changer aussi, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quand on commence à trouver un équilibre, ou en tout cas, on travaille pour essayer de maintenir un genre de balance, on a aussi plus d'énergie, plus d'émotions positives à transmettre autour de soi, et c'est tout l'environnement qui est enseigné aussi. Oui, mais il faut faire attention que quand on est en burn-out, on est un peu loin. On n'est pas dans de petites promenades ou des choses comme ça qui peuvent faire la différence. Alors là, il faut vraiment avoir une aide professionnelle. Et comme je dis, il faut vraiment faire le développement personnel en soi et savoir qu'est-ce que je veux dans le milieu de travail. Est-ce que je veux arrêter? Est-ce que je veux... Et c'est quoi qui me fait mal là-bas? Parfois, c'est l'attitude des autres. Parfois, c'est mon boss qui me donne du travail sans arrêt. Alors, une simple conversation avec lui, peut-être, va résoudre les choses, mais j'ai peur. Alors, je ne peux pas même arriver de le faire. Alors, il faut toujours voir beaucoup plus que juste, voilà, les petits changements et faire la distinction entre le travail et la maison, c'est pour diminuer le stress et diminuer mais pour traiter le burn-out ou pour éviter vraiment un burn-out plus grave, ça vaut la peine de consulter quelqu'un, ça vaut la peine de faire ce travail sur soi et ne pas laisser les choses comme ça. Parce que ça peut être ça peut être pas maintenant, demain, que je tombe en burn-out, mais oui, je vais faire la séparation, mais ça va être dans quelques... Ça peut repousser l'échéance, voilà. C'est quelque chose de plus sérieux qui doit être pris en compte. Ouais. Alors, il faut faire attention à ne pas... vraiment, ça va pas... Ça peut aider, mais ça ne peut pas résoudre les problèmes même. Et si le problème est beaucoup plus lourd, c'est même pas... voilà, on peut aller chez un psychologue ou... moi, je travaille... les psychologues, c'est long terme.
moi, je travaille très court terme Mhm. et avec des outils beaucoup plus d'une semaine à l'autre et on voit l'évolution et on voit les changements. Et les psychologues, c'est un autre travail plus profond et chacun va voir qu'est-ce qu'elle ou il a besoin. C'est ça, et finalement, c'est quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est multifactoriel, toutes les méthodes de résolution ont leur place. Voilà. Et tout ne va pas convenir à tout le monde, bien sûr. Donc non seulement il y a plusieurs méthodes pour résoudre, mais il y a il y a aussi plein de manières dont le burn-out va s'exprimer. Et surtout, c'est normal en fait. Comme tu l'as dit, on est dans un monde aujourd'hui où on est énormément sollicité. On est sollicité par les réseaux sociaux. On nous met des demandes très très fortes. Et donc, toutes ces réactions, ces maladies, ou en tout cas, c'est des déséquilibres mentaux, il ne faut pas avoir peur du mot, hein, déséquilibres mentaux, sont des conséquences normales pour lesquelles il y a des solutions. Et pour ça, c'est se reconcentrer sur l'humain. Ouais. Mais les seules choses, c'est vraiment de se réveiller et dire non, j'ai besoin d'aide et je vais aller chercher l'aide qui j'ai besoin. Et voilà. Et si le travail est essentiel pour la personne pour différentes raisons, c'est pas nécessairement, comme je dis avant, de quitter directement ce lieu de travail. On peut faire autre chose en attendant. On peut aller avoir la valeur qu'on cherche dans la vie, dans des autres Domaines de la vie. Domaines de la vie, etc. Mais oui, chacun est spécifique. Voilà. Et on a beaucoup généralisé aujourd'hui, mais, c'est vrai. mais voilà, chacune est aussi différentes manières de résoudre des choses ou accepter les choses. C'est clair. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Efrat. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien dégrossi le sujet, je trouve. Et je trouve que tu nous as donné des explications et des mots qui sont encourageants aussi. Et je pense que ça, c'est important. C'est qu'il faut non seulement tirer la sonnette d'alarme, mais montrer qu'il y a effectivement des méthodes pour résoudre et que même si on se sent seul, en fait, on n'est pas vraiment seul. Si on est dans ce genre de situation, on peut aller chercher et ce premier pas qu'on va aller faire nous-mêmes sera le pas le plus important pour commencer à guérir. Exactement. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Efrat.